Bonsoir. La participation de la RDC au sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique, porteuse des solutions dans les jours à venir dans les secteurs industriels et de l'énergie, des kits solaires à partir de 2024 et la fabrication des smartphones et autres tablettes depuis la RDC entraîna derrière la création de plusieurs emplois, fruit du marketing du pays au sommet de l'État mené par le chef de l'État Félix Tshisekedi en séjour à Londres. Voilà tout pour les titres de ce journal à toutes et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous savoir devant vos écrans pour ce journal, la grande édition. En marge du sommet de Londres sur les investissements Royaume-Uni-Afrique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une séance de travail avec les investisseurs britanniques. Ces derniers désirent investir dans le secteur de l'électricité et des télécommunications. Nous avons eu un échange très positif avec le chef de l'État qui nous a inspiré dans cette nouvelle étape d'ouverture du Congo. Congo is back. Et en même temps, nous avons pu échanger sur l'importance de notre secteur et des télécommunications pour le développement du pays, sur la nécessité impérieuse d'avoir une vraie prévisibilité des réglementations, une vraie qualité d'échange avec les autorités publiques et les régulateurs. Nous avons aussi évoqué le sujet du paiement mobile, sujet important pour le développement économique et l'inclusion financière des populations. 13 jours, les équipes de Vodacom en République démocratique du Congo, dirigées par mon ami et collègue Anouar Soussa, œuvrent pour l'amélioration de la performance technique au quotidien. Nous dépendons d'autres infrastructures, de l'énergie, de l'Internet, mais nous travaillons pour apporter les meilleures technologies, le meilleur suivi technique en faisant appel à l'expertise du groupe Vodacom et du groupe Vodafone au sens général pour pouvoir apporter la meilleure qualité de service aux populations du Congo. Jour après jour, les populations consomment davantage de données. Nous sommes en train de transitionner du monde de la voix au monde des données et donc cette transition, nous l'accompagnons dans tout le marché. Pourront bien évidemment, et c'est notre souhait, apporter les meilleurs services au meilleur coût à nos clients. Donc ce protocole d'accord, c'est pour électrifier 10 millions de Congolais d'ici 2024 avec des solutions renouvelables décentralisées. Plus précisément, c'est des kits solaires indépendants. Nous sommes déjà à Goma, Bukavu et avec des distributions à Kinshasa, avec déjà plus de 200 000 Congolais connectés avec nos solutions. Et donc nous voulons nous étendre à travers la République et essayer d'offrir des offres pour l'éclairage, la radio, la télé, le frigo, les besoins de base des clients résidentiels et des petites entreprises. Donc ce sont des kits solaires individuels, donc chaque maison a son panneau solaire sur son toit. Ils ont un boîtier avec une batterie et on vend aussi les accessoires, donc les lumières, les télés, parce que c'est des accessoires basse consommation qui fonctionnent très bien sur le solaire. Donc aujourd'hui, on a des kits de base qui commencent à 8 $ par mois pendant 3 ans et qui offrent déjà l'éclairage pour la maison, la radio et la charge de téléphone. Pour 25 $ par mois pendant 3 ans, vous rajoutez aussi une télé. Et entre 50 et 70 $ par mois, vous avez une télé 42 pouces, un frigo et tout l'éclairage pour votre maison, la charge de votre ordinateur, etc. Nous sommes à Goma et Bukavu par nous-mêmes. Nous travaillons aussi avec Orange sur Kinshasa pour la distribution. Et nous sommes aussi dans des plus petites villes périphériques du style Uvira, Kavumu, même dans des zones minières comme Rubaya. Donc notre but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible en RDC pour atteindre les populations les plus reculées. L'épidémie à virus Ebola sera déclarée vaincue si toutes les conditions sécuritaires sont réunies d'ici le début du mois de mars. Information livrée par le docteur Muyembe au Premier ministre Ilunga Ilukamba. Françoise Ouela. Un travail énorme est en train d'être accompli au Nord Kivu et en Ituri dans la lutte contre Ebola. L'équipe du docteur Jean-Jacques Muyembe, porteuse de cette nouvelle encourageante, l'a annoncé ce mercredi 22 janvier au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Si toutes les conditions de sécurité sont remplies, nous pensons que d'ici la fin de ce mois de février, nous n'aurons plus de cas et qu'au mois de mars, ce sera la déclaration de la fin de l'épidémie. Alors, nous avons également exposé tous les problèmes que nous rencontrons sur le terrain et principalement assurer la sécurité de nos équipes qui travaillent à Biakato et à Mangina.
Les équipes engagées au front font face encore et toujours aux agressions, ce qui ne facilite pas leur travail, déjà difficile. La question reste préoccupante à Mangina, où les équipes ont quitté leur centre d'hébergement chez les sœurs suite à des menaces des inciviques. Et nos équipes restent donc maintenant à Béni et font des va-et-vient. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, ce sont plutôt des difficultés d'ordre financier. Et le Premier ministre a promis donc de s'impliquer pour résoudre ces problèmes de décaissement que nous connaissons actuellement au niveau de la Banque nationale. L'objectif ultime n'est pas loin d'être atteint. L'expertise congolaise va encore épater le monde grâce à son savoir-faire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a représenté la RDC au Forum mondial de l'éducation. Plus de 1000 participants y ont pris part. Anastasie Dumbo. Une véritable opération séduction menée par le président de la République à Londres face aux investisseurs britanniques, accompagné d'une délégation de plusieurs ministres. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo égrène alors une kyrielle de secteurs alléchants aux opportunités immenses et quasi inépuisables, selon lui, qui recèle son pays. C'est la RDC qui fait les beaux yeux à la Grande-Bretagne, puisque dans la salle des opérateurs économiques anglais de tout domaine. Parmi eux, ceux intéressés par le secteur de l'éducation, dont le ministre de tutelle de la RDC a vanté les progrès notables enregistrés avant de lancer un vibrant appel aux investisseurs. Aujourd'hui, avec les effets induits de cette gratuité, nous avons besoin des investisseurs. Il y a de la place pour tout le monde. Et ici, aujourd'hui, nous parlons avec les Anglais, les Britanniques, donc nous avons besoin qu'ils viennent aussi en appui par rapport aux infrastructures, n'est-ce pas, scolaires. Nous sommes très décidés à aller de l'avant, nous sommes très décidés à pérenniser cette gratuité de l'enseignement qui a fait beaucoup de satisfaction au niveau du pays. Tous les parents, tous les élèves sont très contents et adhèrent à cette grande vision par le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'RDC a ainsi fait entendre sa voix au cours de ce forum mondial sur l'éducation où les problèmes majeurs qui touchent ces secteurs d'une importance première dans le développement social ont été abordés. Parmi les retombées du sommet de Londres, 1 400 000 smartphones et tablettes à produire par an en République démocratique du Congo par l'entreprise américaine Industry Fire. Révélation faite au ministre de l'Industrie Julien Paluku par les responsables de cette entreprise. Une courbe ascendante observée depuis qu'il a pris les commandes du ministère de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia multiplie des contacts pour attirer et mobiliser plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Au sommet Royaume-Uni-Afrique, sous l'investissement à Londres, une vitrine ouverte au monde, Julien Paluku Kaongia a arraché encore une signature de protocole d'accord auprès de l'entreprise américaine Industry 5, entendez Industry 5, donc pour la 5e génération, qui porte sous la production de smartphones et tablettes made in Congo d'ici le mois de juin 2020. Ces protocoles d'accord pour le ministre de l'Industrie aura pour effet d'entraînement la création des emplois et des richesses. Christian Bach, directeur général de cette firme américaine, fixe l'opinion. Ça va commencer le 1er juin cette année. 1 million en Congo, pas les Congolais. On a déjà fait, on a commencé le travail à Kinshasa et on a un message, c'est simple et c'est clair. Pour moi, le futur, ça commence maintenant. Pour le ministre Julien Paluku Kaongia, ces voyages à travers le monde aux côtés du président de la République produisent déjà ses effets positifs car au mois de février prochain, ces investisseurs sont attendus à Kinshasa, la capitale congolaise. Le président du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral, Joseph Olenga Nkoy, fustige les critiques contre les propos du chef de l'État devant la communauté congolaise. Suivons-les dans ces reportages.
Le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a brisé le silence. Joseph Olenga Nkoy s'est adressé mardi à l'élite politique à travers la presse pour que chacun cerne et mesure ce qui est essentiel pour l'intérêt de la nation. Ainsi, Joseph Olenga Nkoy conçoit très mal les critiques contre les propos du chef de l'État, du reste garant de l'unité nationale. À ce qui concerne l'adresse du chef de l'État, je crois c'est lui le magistrat suprême de notre pays. Il n'y a personne qui a déjà assumé les fonctions du chef de l'État, qui peut corriger un chef de l'État en exercice. La seule personne, c'est Joseph Kabila. Et c'est ça la chance que nous avons dans ce pays. Qu'est-ce qui a été de trop et qui n'a jamais été entendu dans les déclarations du chef de l'État à Londres? Joseph Olenga Nkoy, qui se pose la question, trouve lui-même la réponse. Tout le monde devient juriste pour interpréter juridiquement la pensée du chef de l'État. Est-ce que ça, c'est un État? Dans tous les États, ça fonctionne comme ça. Ma République démocratique du Congo sert les cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle peut donner une interprétation à la Constitution. Nous devons privilégier la paix dans ce pays. Concernant l'affaire de la population Banyamulenge, le président du CENSA s'étonne que la position claire du chef de l'État suscite encore des malentendus. Le président de la République a voulu dire par là que la plus grande richesse de notre pays, c'est notre diversité culturelle. Et chaque pays, chaque peuple a tiré ses origines de quelque part. Quand le président de la République démontre que c'est ça notre grande richesse, nous sommes les États-Unis d'Afrique, et notre diversité culturelle est une force que nous devons positiver pour l'avenir de notre pays. Où est-ce que le mal a sonné? Rien de trop dans les propos du président de la République, estime le président du CENSA. La paix à Nitouri, question au centre d'une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et son collègue du plan. Reportage. C'est au terme d'une réunion interministérielle instituée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sendeka, a été finalisé l'accord de paix entre la RDC et la FPRI, Force de résistance patriotique de l'Ituri. Cette réunion à laquelle ont participé la vice-premier ministre, ministre des Plans, Élisée Mounemboué, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Maître Azarias Robert Amanyua, son collègue du genre, Béatrice Lomeya Atilité, le ministre de la classe moyenne et PME, Justin Kalumba Mwanangongo, élargi aux responsables des services de sécurité et des experts, avait pour objectif de mettre la dernière main sur cet accord de paix tant attendu pour les populations de la province de l'Ituri. Cet accord de paix tel que finalisé sera très prochainement envoyé auprès du Premier ministre qui fixera une date pour sa signature. C'est un processus qui a commencé depuis le gouvernement passé. Il fallait signer déjà l'accord depuis les 18, mais le gouvernement a considéré qu'une dernière lecture devait être faite par la commission de loi. Et c'est comme ça que nous avons pensé associer l'armée par ses officiers à cet exercice et aussi Starek et les membres du gouvernement qui sont là et les experts des services publics de l'État pour que tout le monde soit impliqué parce qu'il s'agit d'une question importante pour ramener la paix dans notre pays. Selon la vice-premier ministre Mounemboué, l'étape de la signature de cet accord interviendra, sauf imprévu, dans les territoires des Roues, en Ituri, entre la partie congolaise et les représentants de la force de résistance patriotique de l'Ituri. La République, par son gouvernement, doit tout faire pour ramener la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, parce que si l'est est instable, toute la République restera instable parce que les moyens de la République sont déversés sur cette question-là et ça ne permet pas à la République d'avancer. Cette paix pour les populations de l'Est serait la bienvenue dans les efforts du gouvernement Ilunga Ilunkamba d'asseoir sa politique d'œuvrer d'abord au bénéfice du peuple. Restons toujours à Nitouri où le ministre des Droits humains a visité la prison de Bunia pour se rendre compte des conditions d'incarcération des prisonniers dans ces coins du pays.
Portez armée. La situation carcérale à la prison centrale de Bunia reste préoccupante. Plus de 1364 pensionnaires vivent dans des conditions difficiles. Leur prise en charge alimentaire et médicale pose problème, avec comme conséquence 49 décès enregistrés uniquement. Pour ce mois de janvier, préoccupé par cet état de choses, le ministre des Droits humains, André Lité, dans une visite effectuée ce mercredi au sein de la prison centrale de Bunia, a tenu à encourager ces personnes et promet d'être leur porte-parole au sein du gouvernement central. À brève échéance, nous serons en mesure de revenir ici. Si vous avez été avec moi à l'intérieur de la prison, je leur ai promis que nous prenons à bras l'école les dossiers de ceux qui doivent bénéficier du régime de libération conditionnelle. J'ai également dit en présence du procureur général, représenté par l'avocat général du parquet général de Bunia, que très rapidement, on devrait également s'occuper des cas de ceux qui sont là en détention pour des faits bénins. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le major Camille Nzonzi, tout en saluant cette visite du ministre des Droits humains, évoque certaines difficultés rencontrées par cette maison d'arrêt. Au vu de cette population carcérale, les détenus sont répartis à 3 quartiers pour détention, dont un quartier pour l'adulte qui sont en confinement, dans 6 dortoirs et 36 cellules en commun. Un quartier spécial pour les mineurs en placement, ils sont à 41. Un quartier isolé pour les femmes, elles sont 38 avec 6 bébés accompagnés. Et nous avons 11 étrangers, entre autres sont des Ougandais et puis des Rwandais. Initialement prévu pour 220 personnes, la prison centrale de Bunia ne sait plus accueillir d'autres prisonniers, faute de place. Après Londres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aujourd'hui à Zurich, en Suisse, où il participe à la 50e édition du Forum économique mondial de Davos. Sur place, Félix Tshisekedi a rencontré des personnalités du monde des affaires. C'est l'élément que je vous propose. Ouverte depuis mardi 21 janvier, la 50e édition du Forum économique mondial se tient sans désemparer à la petite station de ski des Alpes suisses de Davos. La RDC est représentée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la première participation de la RDC au niveau du chef de l'État. Arrivé mardi à la fin de la journée, accompagné de son épouse, le chef de l'État a pris son cortège la route de Davos à 200 km de la ville de Zurich et à 1700 mètres d'altitude. Avec un froid hivernal et ses sapins naturels colorés en blanc de neige, l'ambiance est extraordinaire sur Davos. On y croise ONG, défenseurs des droits d'un ordre mondial pour limiter les gaz à effet de serre. Ces forums en valaient la chandelle. Davos regroupe cette année les grands patrons, des dirigeants politiques et personnalités de la société civile, chaque année pour tenter d'améliorer l'état du monde. Cette année, le mot d'ordre est un appel en faveur d'un monde plus solidaire et durable. Jusqu'au 24, Davos va accueillir 3000 participants de quelques 90 pays. On y compte 500 journalistes, tant suisses qu'étrangers. La journée du mercredi 22 janvier a été pour le président congolais l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités qui comptent dans le monde des investissements. Le président de la République, comme vous le savez naturellement, il a répondu présent à la plus grande plateforme économique mondiale, le sommet de Davos, qui regroupe tous les grands décideurs politiques et économiques mondiaux, tous les gros majors dans les différents secteurs d'activité économique dans le monde. Il a eu à rencontrer en cette matinée exceptionnelle la première ministre belge pour commencer. Ils ont eu à échanger sur la venue de la première ministre belge dans les prochains jours à Kinshasa, qui sera suivi par un groupe d'investisseurs belges pour fin février. Et après cela, il a eu à rencontrer la présidente suisse. Et les échanges ont porté notamment sur
les relations bilatérales dans un premier temps et dans un deuxième temps, ils se sont attardés un peu sur tout ce qui touche la transparence des activités minières, traçabilité. Nous pouvons citer à titre indicatif le patron des Philips, le patron de Transfigura, le Premier ministre belge et la présidente de la Confédération helvétique, sans oublier la présidente de l'ONU-SIDA, qui est satisfaite de la position, de l'engagement du président congolais pour lutter contre le sida. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé 2 appels à candidature pour le poste de directeur des affaires politiques et la gouvernance démocratique, aussi celui de directeur de la langue française et de la diversité de cultures francophones. Les personnes intéressées sont priées de consulter pour de plus amples informations les sites de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. La date limite d'envoi des candidatures en ligne à la francophonie est fixée au 5 février de cette année. Séance de travail hebdomadaire respectée au ministère de la Communication et des Médias entre les ministres David Jolino Diwan-Povesa Makelele et les communicateurs des différents ministères pour évaluer les activités sectorielles. En premier lieu, les retombées des orientations précédentes étaient passées au pain fin lors d'un moment d'évaluation. Ensuite, les actions phares de chaque institution ministérielle étaient successivement mises en exergue. Le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwan-Povesa Makelele, a ainsi souligné l'apport considérable du gouvernement dans les différentes activités sectorielles et invite ses communicateurs à plus de performance pour préserver une bonne image et un accompagnement harmonieux de leurs ministères respectifs. Au cours de cette rencontre, il a été recommandé aux différents participants de pouvoir mettre à la disposition de son Excellence Monsieur le ministre d'État les différentes actions phares qui ont été menées depuis l'investiture du gouvernement et les grandes actions phares qui devront être menées au cours de l'année 2020. Pour le chef de l'État, l'année 2020, c'est une année de l'action. Donc il faudra que nous puissions relever les différentes actions phares qui intéresseront la population congolaise à travers les différentes communications qui seront mises à la disposition du grand public. Chaque ministère devra montrer à la face du monde ce qu'il doit bien sûr faire pour améliorer un peu l'état du pays. Nous avons eu quelques recommandations que nous devons bien sûr ramener sur notre fiche. On a ramené une fiche mais qu'il faudrait bien sûr compléter avec des travaux phares. Certains de ces communicateurs ont déjà remis une fiche de référence ayant une banque de données fiable selon leurs ministères respectifs. Travailler harmonieusement et correctement en synergie, c'est l'un des résultats attendus par le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwan-Povesa Makelele. La situation sécuritaire des enfants et femmes dans la ville de Béni préoccupe au plus haut point les autorités de la RDC et autres mouvements féminins. Question au centre du débat entre la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, et les femmes de la société civile, membres de l'Union des femmes congolaises, Fonds pour les femmes. Yvette Makoutima pour les précisions. Béni, ventre mou ou encore épicentre des conflits à répétition, et c'est les femmes qui souvent payent les frais. Les femmes de la société civile, membres de l'Union des femmes congolaises Fonds pour les femmes, sous la coordination de Julien Lusenge, se sont rapprochées de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tilité, pour évoquer cette question. Pour Béatrice Loméa-Tilité, la situation dans cette partie du pays est une préoccupation commune. Les femmes et les enfants qui en portent les stigmates doivent s'élever et dire non aux exactions continuelles. La ministre a proposé qu'il y ait d'abord une forte mobilisation de la population congolaise, que chacun puisse s'approprier ce qui se passe à Béni. Ce n'est pas seulement pour les gens du Nord Kivu, ce n'est pas seulement pour les gens de Béni ou de Lubero, du Tembo, mais c'est une question qui concerne toute la nation congolaise. Et cette population a besoin d'être détraumatisée, d'être counselingée, d'être soutenue, un soutien moral, un soutien financier, un soutien matériel. À Béni, déjà, la population, les enfants et les femmes sont les premières victimes de tout ce qui se passe là-bas. Il y a des enfants
déscolarisés. Les enfants ne vont pas à l'école. Les parents, ils n'ont plus accès à leur champ. Là-bas, les activités principales, c'est le champ. Les gens n'accèdent plus à leur champ. Pour ne pas rester dans les intentions, bonnes soient-elles, ces femmes de la société civile envisagent avec l'appui du ministère du Genre, Enfants et Familles d'organiser une mission de compassion. Un projet de loi sur l'aménagement du territoire a été validé ce mercredi au cours d'un atelier. Ce document a été présenté aux différents présidents des assemblées provinciales. Ils l'ont jugé recevable. Et Mendaya pour les reportages. C'est désormais chose faite, l'avant-projet de loi sur l'aménagement du territoire mis à la disposition de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. C'est au cours d'un atelier organisé conjointement avec le PNUD, c'est mercredi que le ministère de l'aménagement du territoire a présenté les documents qui vont aider à l'amélioration et à la modernisation de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs décennies, le ministère de l'aménagement du territoire n'avait pas une politique nationale et une loi les régissant. Cet atelier vient de donner à ces jeunes ministères les textes les régissant, comme l'explique son directeur de cabinet Victor Toumba, représentant personnel du ministre AGH Matembo Toto. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième outil et instrument de planification qui vient d'être validé. Si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est suite aux orientations que son Excellence, Monsieur le ministre, a données. Donc ça a été un atelier, un moment important pour nous, avec les présidents des assemblées provinciales. Leurs observations ont été très pertinentes et ça nous a permis de pouvoir enrichir les documents qui ont été reçus au niveau de l'Assemblée dans la salle. Et nous pensons que très rapidement, nous allons récupérer les différents inputs pour pouvoir produire maintenant un document en version finale. Ce document, après amendement, a été jugé recevable à l'unanimité et sera soumis à la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, vient de signer le contrat programme de performance 2020 avec les mandataires des établissements sous sa tutelle. Des performances 2020 que la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale signe avec les mandataires des établissements sous sa tutelle. Néné Lungankulu a à cette occasion transmis les outils de gestion dont les lettres d'approbation des budgets respectifs aux mandataires leur demandent de se mettre au travail. Je tiens à féliciter les conseils d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, de l'Institut national de préparation professionnelle et de l'Office national de l'emploi, ainsi que les experts des commissions mixtes pour la qualité du travail abattu. Pour la ministre Néné Lungankulu, ces contrats programmes devront être exécutés avec rigueur conformément aux lois et règlements qui régissent les établissements publics en République démocratique du Congo. D'après la ministre du Travail et Prévoyance sociale, les contrats programmes dont les engagements lient toutes les parties nécessitent pour leur bonne exécution une stricte application et une sincère collaboration dans l'intérêt des bénéficiaires des prestations sociales pour la CNSS, la formation de qualité pour l'INPP et un bon encadrement des stagiaires et des demandeurs d'emploi pour l'ONEM. Elle promet un accompagnement sans faille. Une session de formation sur la télédéclaration organisée à l'intention des délégués des employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Des précisions dans ces reportages de Oscar Mbal. La télédéclaration est une plateforme mise sur pied par la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle permet aux employeurs affiliés à la CNSS de déclarer leurs travailleurs à partir de leur bureau, c'est-à-dire sans effectuer les moindres déplacements. En tout cas, c'est la magie de l'informatique, car la Caisse entend informatiser toute la gestion des données. Autre information à retenir, la télédéclaration est l'un des éléments de la réforme du régime général de sécurité sociale et sa mise en application a été effective depuis l'année 2019. La Caisse nationale de sécurité sociale attend à ce que tous les employeurs qui ont plus de 25 ans puissent s'intégrer à cette innovation de la réforme. La tenue de cette session de formation se justifie par les faibles taux
d'utilisation de ces procédés par les employeurs. Cela fait pratiquement une année depuis le lancement de cette plateforme. C'est une innovation, vraiment en RDC. Il faudra quand même qu'on nous donne le temps de se former parce que beaucoup de comptables, des chargés de ressources humaines ne sont pas habitués avec l'outil informatique. Grâce à la capacité managériale du directeur général de la CNSS, Mme Agnès Mouadnawej Katang, cette session de formation est organisée depuis lundi 20 janvier 2020 dans la salle de réunion du bâtiment administratif au 4e niveau et elle va se refermer une semaine après. Une session organisée à l'intention de plusieurs employeurs répartis dans différentes catégories, notamment les banques, télécommunications, les miniers, ainsi que les représentants des employeurs. La Congolaise de pêche doit jouer pleinement son rôle dans la politique gouvernementale pour l'autosuffisance alimentaire. C'est l'essentiel des échanges entre les ministres de la Pêche et élevage, Jonathan Bialosouka, et les PCA de cette entreprise. Cédric Kenina. Le gouvernement de la République dispose de plusieurs leviers pour asseoir sa politique en matière de développement. La Société congolaise de pêche Socopé, l'une des rares dans ces domaines, et dans laquelle l'État congolais a des parts importantes, suscite de l'intérêt pour le ministre de la Pêche et élevage, Jonathan Bialosouka Ouattara, qui incarne d'ailleurs la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la relance de ces secteurs pourvoyeurs de recettes, mais aussi rempart dans la quête pour l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ces contextes que le patron de la pêche et élevage a échangé avec le président du conseil d'administration de la Socopé. Pour le Congo, il est bon que le secteur de la pêche soit redynamisé et soit efficient pour le bien-être des Congolais et même pour le bien-être de l'humanité. La société Socopé se porte bien. Nous faisons face à beaucoup de problèmes, mais qui sont gérables et que nous parvenons à gérer. Mais le gouvernement est notre partenaire, je dirais même c'est mon patron, puisque c'est l'actionnaire. Je représente les parts de l'État dans la société et pour nous, il est primordial d'avoir, pour l'ensemble des actionnaires de la société, il est primordial d'avoir une collaboration étroite, franche et efficiente avec le gouvernement. Le ministère de la Pêche et élevage compte s'investir pour faire de la Socopé un outil réel de production. La Congolaise Exploitation Minière SA, en sigle co-minière, entreprise de portefeuille de l'État, est surprise de découvrir sur le website http www.proactiveinvestor.com OAU Company News qu'un protocole d'accord aurait été signé entre l'AV2 Power, dite filiale de l'AVZ Minéré, et la République démocratique du Congo, représentée par le ministère de l'Énergie, Ressources hydrauliques. Les deux protocoles auraient pour objet d'étudier les modalités de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mpiana-Mwanga, située dans le territoire de Manono. En attendant que la cominière SA détienne un exemplaire du prétendu protocole d'accord, elle s'empresse d'affirmer qu'à ce jour, elle demeure propriétaire de la centrale hydroélectrique de Mpiana-Mwanga et qu'aucune décision aussi bien gouvernementale que judiciaire ne lui a dépossédé cette centrale hydroélectrique. Il s'avère dès lors inadmissible qu'un protocole d'accord porte sur un actif immobilier de la cominière SA sans que cette dernière ne soit impliquée ou associée. En tout état de cause, la cominière SA déclare qu'en tant que propriétaire de la dite centrale hydroélectrique, elle userait de toutes les voies et de droits idoines pour préserver son droit de propriété sur cette centrale hydroélectrique s'il advenait que le prétendu protocole eût été signé. C'est signé Athanase Mwamba Misao, directeur général AI.
La Ligue nationale des femmes du PPRD a désormais une nouvelle adresse au quartier Beauvant, dans un bâtiment imposant moderne. La cérémonie inaugurale de cet édifice a été présidée par le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, aux côtés de la présidente de cette ligue, Janine Mabunda Lioko. Yvette Makoutima, Sylvie Moembo, Bernard Bodo. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Jamais les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD n'a connu autant de progrès qu'aujourd'hui. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, qui a donné un souffle et un sang nouveau au parti, cher à Joseph Kabila Kabange depuis son avènement en 2018, a inauguré mercredi 22 janvier 2020 un siège moderne et destiné aux activités de la Ligue des femmes est situé au numéro 13 de l'avenue de la Radio, quartier Beauvant dans la commune de Lingwala. C'était en présence de son adjoint Lucan Kassongo Mwadianvita, de la présidente de cette structure spécialisée du parti, Janine Mabunda Lioko Moudiaï, et son staff de la Ligue des femmes et plusieurs cadres et membres du gouvernement et militants du parti, tous bercés par la musique patriotique de l'artiste Tchalamwana, elle-même cadre du parti. Dans son mot de circonstance, Janine Mabunda Lioko Moudiaï a rendu hommage au président national du parti pour le respect de la parité et la représentativité de la femme au PPRD. Quelques brevets des mérites ont été remis à quelques femmes du parti en reconnaissance de leur loyauté par les secrétaires permanents. Un parti implanté sur toute l'étendue du pays et qui se dote des sièges en dur propres à lui ou en location démontre à la face du monde son caractère national et avant-gardiste, un parti d'avenir. J'exhorte les mamans à se mettre au travail, a dit Emmanuel Ramazani Chadari avant d'inaugurer les tout premiers nouveaux sièges de la Ligue nationale des femmes et remercier le président national pour sa contribution. Par la même occasion, le secrétaire permanent a remis à la Ligue des femmes un chèque bancaire en guise de fonds pour le financement des activités des mamans du parti. Toutes ces actions s'inscrivent dans les cadres de la mise en œuvre de la feuille de route du parti élaborée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans ce journal. Nicole Sessep, René Tatawakou et Mami Kadiba pour les rapports. Les prochains rendez-vous avec les informations à minuit, c'est dans quelques heures. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.